Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public, votre rendez-vous de débat, chronique et reportage. Vous le savez, on est ensemble du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 20 octobre. 1857 amendements déposés, 1521 recevables. Une première passe d'armes dès aujourd'hui en commission des finances. La bataille du budget a commencé à l'Assemblée. Peut-elle déboucher sur un compromis? Les partis politiques sauront-ils résister à la tentation de la surenchère? Comment le gouvernement peut-il peser sur les débats sans majorité ni 49.3? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, le plan de paix déjà remis en cause à Gaza. 2 soldats israéliens, 45 Palestiniens ont été tués hier. Hier, nous avons été ciblés de manière inattendue à notre lieu de déplacement. Ma sœur, Alaïssa, est morte aux côtés de son mari, Mohamed Yahya, de leurs enfants et de la belle-mère de ma sœur. Je ne comprends pas pourquoi, malgré le cessez-le-feu à Gaza, la guerre a repris. Officiellement, la trêve a repris aujourd'hui, mais ce cessez-le-feu est évidemment fragile. Qui pourra forcer le Hamas à déposer les armes? Benyamin Netanyahou, qui a annoncé sa candidature aux législatives dans un an, peut-il l'emporter dans un pays en paix? Ne ratez pas l'analyse de nos experts sur ce thème, ce sera dans 3 quarts d'heure. Et n'hésitez pas à réagir en flashant ce QR code. Vous pouvez poser vos questions à nos invités, notamment sur ce marathon budgétaire qui commence. 70 jours semés d'embûches pour Sébastien Lecornu. Fabien Recker. Avec plus de 1500 amendements à examiner d'ici mercredi soir, les députés entament au pas de charge l'examen de la partie recettes du budget. Le président de la commission des finances assure que le délai sera tenu. Je pense qu'on va le tenir, oui. En tout cas, au moins du côté des groupes d'opposition, on n'a pas envie de jouer le dépassement des délais. Il faut qu'au bout de 3 jours, ça soit terminé pour qu'après, ça puisse aller en séance. Dès l'entame des débats, les groupes politiques se sont employés à modifier en profondeur la copie budgétaire du gouvernement. Par exemple, en réindexant sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu. Il est inacceptable de faire rentrer 200 000 familles, voire 400 000, dans l'impôt sur le revenu et d'augmenter l'impôt sur le revenu pour tout le monde. Nous considérons qu'on ne doit pas régler la situation des comptes publics par l'accentuation de la pression fiscale sur les classes moyennes et modestes. Sur la taxation des plus riches, gauche, extrême droite, LR et Bloc central se sont affrontés autour de plusieurs amendements, de quoi préfigurer des débats tendus dans l'hémicycle. L'objectif, c'est de se tester et de savoir jusqu'où les négociations pourraient aller, puisque comme il n'y a plus l'utilisation du 49 alinéa 3 par le gouvernement, automatiquement, c'est le débat parlementaire qui va s'imposer. Et donc, il va falloir chercher des majorités article par article, ligne par ligne, amendement par amendement. Le tout dans un délai de 70 jours maximum pour donner un budget à la France avant la fin de l'année. Mais dans le cas où l'Assemblée morcelée serait incapable de voter le texte à la majorité, le gouvernement pourrait faire passer le budget par ordonnance. C'est dans la Constitution, ça n'a jamais été appliqué et on repart du budget initial du gouvernement. Naturellement, l'ordonnance, c'est la négation du Parlement. Donc, voilà pourquoi le Parlement doit être raisonnable, doit discuter, doit débattre, doit voter. Après le début de l'examen du projet de loi de finances, les députés vont s'attaquer jeudi au budget de la sécurité sociale, qui pourrait contenir le dossier explosif de la suspension de la réforme des retraites. C'est le casse-tête de Sébastien Lecornu. Comment faire voter un budget sans majorité ni 49.3? On en débat tout de suite avec Michel Cotta. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes éditorialiste à Paris Match. J'accueille Jean Garrigue. Bonsoir Jean. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Vous publiez Les avocats de la République, ceux qui l'ont construite, ceux qui la défendent aux éditions Odile Jacob. Laure Salvin, bonsoir Laure. Bonsoir. Bienvenue à vous, directrice générale de Verian, et Anne-Charlène Bézina. Bonsoir Anne-Charlène. Vous êtes constitutionnaliste et éditorialiste pour Sens Public. Jean Garrigue était un peu jaloux de votre place d'éditorialiste juste avant que l'émission ne démarre. Admiratif. Bon, voilà, mais on est ravis que vous ayez endossé cette mission grâce à nous tous les lundis. Allez, on redevient sérieux. On parle de ces premiers débats en commission des finances à l'Assemblée. Michel Cotta,
Comment vous l'analysez? Ça laisse augurer peut-être d'une volonté des oppositions d'aller vite. Ou alors au contraire vous dites on va aller dans une situation de blocage assez rapidement? Je l'évalue d'une façon moins pessimiste que je pensais. Je dis bien pas plus optimiste, je dis moins pessimiste. Mais c'est vrai que les premières phrases d'Éric Coquerel m'ont alerté. Parce que quand même, il a changé un tout petit peu de langage. On voit qu'il cherche un consensus lui aussi, alors qu'on ne s'attendait pas tellement à ça de lui. Donc il y a quand même une prise de conscience du Parlement que c'est bien sa responsabilité et que justement, parce qu'il n'a pas le 49.3, il ne pourra pas pousser les choses trop loin. Voilà, ça c'est le point de départ. Parce qu'après, on dit qu'il y a beaucoup d'amendements, mais il y en a toujours, et il y en a moins dans cette loi de finances qu'on aurait pu le penser. Et en attendant, moins venant de l'extrême droite et de l'extrême gauche, et plus venus du groupe central. Alors, c'est sûrement compliqué à faire, ce budget, mais après tout, il y a une petite lueur, là, ils disent tous le trou de souris, mais je préfère une petite lueur, qui laisse penser que c'est possible. En revanche, je serais beaucoup plus mesurée sur le débat sur la sécurité sociale dans lequel est inscrit le projet de réforme des retraites. Oui, ça évidemment on y reviendra, on y consacrera un chapitre complet et on parlera aussi, notamment avec Anne Charlène, de ce que change l'abandon du 49.3 par le Premier ministre. Mais sur effectivement le nombre d'amendements, ça peut sembler énorme, 1857 déposés, plus de 1500 acceptés. Bon, on est dans une moyenne raisonnable, est-ce qu'on peut dire ça, Jean Garry? Oui, on peut dire ça, dans une moyenne raisonnable, et c'est vrai que ça peut surprendre par rapport à ce qu'on pouvait craindre. Étonnamment, parce qu'en fait, on est en train de retrouver ce qu'est l'essence du parlementarisme. C'est vrai que la Ve République n'a pas été conçue pour ça. Pas été conçue pour qu'il y ait un débat, et surtout un débat où opposition et majorité, il n'y en a plus, où ces différentes petites majorités puissent travailler et collaborer ensemble. Et manifestement, donc ça veut dire qu'il y a des alliances, pardon de vous interrompre, qui vont se créer presque amendement par amendement. Exactement, des majorités à géométrie variable, comme ça existait d'ailleurs très fréquemment sous la Troisième ou sous la Quatrième, mais surtout sous la Troisième République. Et là, on a quelque chose d'assez inédit, il faut le dire. Mais pourquoi? Parce que si on va vers la motion de censure et vers une éventuelle dissolution, on fait quand même le jeu du Rassemblement national, il ne faut pas se le cacher. Et si on va jusqu'aux 70 jours, c'est-à-dire que le texte, on n'arrive pas à voter un texte, on aura les fameuses ordonnances. Dont parlait Gérard Larcher dans notre ouverture. Et là, on fait plutôt le jeu de Sébastien Lecornu. Donc, les partis n'ont pas intérêt à ça. Il n'y a pas une marge de manœuvre aussi grande pour les groupes politiques. La marge de manœuvre est extrêmement faible. Pas seulement pour Sébastien Lecornu, c'est ça qui est intéressant et ce que je retiens de vos deux premières interventions. Laure Salvin, vous avez sondé les Français pour nos confrères du Figaro sur leurs émotions, sur leurs sentiments. Qu'est-ce qui domine dans cette période? C'est vrai que ce qui est marquant, c'est l'évolution, notamment parce qu'on avait sondé les Français en janvier 2025. L'émotion dominante, c'était le désespoir. Aujourd'hui, ça a été remplacé par la honte. Donc c'est quelque chose de très violent, je dirais, violent personnellement, c'est-à-dire que les Français aujourd'hui ressentent personnellement presque une attaque, en fait, quand ils pensent à la situation politique actuelle. Il y a 3 émotions qui dominent: honte, colère et désespoir. Oui. La honte et la colère étaient au même niveau en janvier. Derrière le désespoir. Donc, derrière le désespoir, on sentait quand même une lassitude, on sentait un certain désengagement. Là, on est peut-être moins dans le désengagement démocratique que vraiment dans de quelque chose de beaucoup plus offensif. Moi, j'ai été surpris de voir l'indifférence finalement assez loin. J'avais le sentiment peut-être d'un ras-le-bol. Bon, laissons-les se débrouiller, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Effectivement, l'indifférence, elle recule et elle est loin de la honte ou de la colère. Effectivement, les Français sont clairement touchés par la situation actuelle, la situation politique actuelle. D'ailleurs, aucun parti ne s'en sort et effectivement, tous sont sous le coup de la critique. Ça, on y reviendra un peu plus tard, parce que c'est aussi une des questions que vous avez posées. Parti politique par parti politique, il n'y en a pas qui obtient une majorité d'avis favorable, même si le Rassemblement national est celui qui s'en sort le mieux. Mais ça, on y reviendra en détail tout à l'heure, si vous le voulez bien. Tiens, justement, à propos du Rassemblement national, chaque parti, chaque groupe arrive à l'Assemblée avec ses priorités, et le RN veut défendre le pouvoir d'achat des Français.
C'est-à-dire c'est toutes les vieilles recettes qui traînent au ministère des Finances pour essayer de faire la poche des Français qui sont réactivées. C'est la baisse d'un certain nombre de financements de l'apprentissage, c'est des Français, des 200 000 nouveaux ménages français qui vont entrer dans l'impôt sur le revenu, c'est le gel des retraites. Donc c'est non, quoi qu'il arrive, c'est non. Ça, tout ce qui impactera, je vais vous dire, c'est assez simple, tout ce qui impacte le pouvoir d'achat des Français, sans s'attaquer à la dépense, à la réforme de l'État, c'est non. On ne peut pas demander aux Français de faire des efforts en priorité quand l'État lui-même continue d'engranger des dépenses, enfin continue à laisser filer des dépenses et ne se réforme pas, n'attaque pas les dépenses toxiques, n'ouvre pas le dossier du coût de l'immigration. Bon, le Rassemblement national n'aura pas le monopole de la surenchère démagogique dans les débats des prochaines semaines, même si là on y est un peu quand même très clairement. Michel Cotta, moi, j'ai bien entendu la logique qui consiste à dire qu'il va falloir que les groupes politiques trouvent un terrain d'entente, mais alors à quoi va ressembler ce budget? Comment peut-on imaginer une cohérence politique dans ce budget? Même si cas un cas, il réussit à aboutir. Il faut quand même que la ligne générale soit la même, c'est-à-dire quand même un abaissement de la dette. Je pense que ça va être, et c'est au fond le legs de François Bayrou qui a alerté tout le monde et qui a tellement crié au fou, que, évidemment, ça a sensibilisé tout le monde. Donc de ce point de vue-là, même si on en entend moins parler, on n'est plus à 44 milliards, on est plutôt à 31. Oui, d'accord, mais la direction doit être celle-là. Alors qu'on combine après tout la restriction des dépenses de l'État avec une restriction des aides accordées à je ne sais qui, c'est possible. Après tout le monde, et pour que l'État soit mieux administré, tout le monde voit bien qu'il y a un grand gâchis, un grand gaspillage dans les dépenses de l'État. On doit trouver sans difficulté des niches à supprimer, même si, effectivement, il y a beaucoup de niches qui sont par nature démagogiques, puisqu'elles servent justement un électorat, et qu'en supprimant la niche, on supprime aussi le soutien de l'électorat. Ça, c'est vrai. Mais donc, c'est vrai que ça peut être un budget effroyable, et ça peut être quand même un budget dicté par une première nécessité à l'égard de l'Europe et à l'égard finalement des marchés, qui est, oui, d'accord, on a compris, on restreint un peu, c'est 20 milliards, c'est 31 milliards, c'est que ce ne sera pas les 43 de Bayrou, mais enfin, ça peut être l'axe central, même si chacun l'adapte à son idéologie. C'est-à-dire, même, on voit bien ce que Sébastien Chenu veut dire, c'est-à-dire que, effectivement, plus populaire, plus populiste, tu peux pas. Non, mais je trouve que Thomas pose une excellente question. Comme ça peut m'arriver, c'est rare, mais ça peut m'arriver. Non, parce que on essaye justement d'apprendre donc là la convergence, le compromis, mais dans des conditions d'urgence telles qu'on n'est pas du tout dans les configurations qu'on connaît en Allemagne ou ailleurs, ou même en Italie, où on prend du temps, ou en Belgique, on prend combien du temps pour essayer de négocier sur quelques points. Là, comme vous le dites, on est a priori en présence de logiques budgétaires totalement opposées. Je veux dire, vous avez d'un côté les socialistes qui pensent qu'il faut justement augmenter la dépense publique, tandis que du côté des LR, par exemple, qui sont a priori dans le socle qui n'est plus commun, mais dans le socle de soutien, en tout cas de la volonté d'aboutir, on a au contraire une logique de réduction de la dépense. Alors, on est dans des logiques politiques tout à fait différentes, et on est obligé de faire avec. Et c'est ça qui va être très compliqué, parce que effectivement, sur des points, notamment sur des points qui vont être des points d'irritation, c'est-à-dire la taxation des plus riches, des entreprises, surtout des entreprises, là, il va y avoir des propositions, des amendements des socialistes que ne pourraient pas logiquement accepter les LR, et réciproquement. Et là, effectivement, si vous ne modifiez pas un tout petit peu la doxa, j'allais dire, de votre parti... Oui, de chaque famille politique. De chaque famille politique, vous n'y arrivez pas. Oui. Et on va voir. A priori, pourquoi ne pas accepter cette hypothèse, puisque, je le répète, ça a déjà existé sous des régimes antérieurs. Oui. Et ça existe dans d'autres pays européens. Donc pourquoi pas ? Anne Charlène.
Je pense qu'on peut faire un petit point version du texte, parce qu'il faut rappeler qu'il n'y aura pas seulement 2 lectures du texte Assemblée nationale, Sénat. On parle de projet de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale qui sont découpés en 2. Donc en fait, ça fait 3 votes par Assemblée, ce qui en gros fait 10 votes à peu près pour le budget et 10 votes à peu près pour le budget de la sécurité sociale, ce qui va faire en gros 20 votes. Et en plus, on peut rajouter aussi la loi de règlement, c'est-à-dire la loi de finances de l'année dernière qu'on vient régler. Donc on va être amené à se présenter à peu près 25 fois devant l'Assemblée nationale et le Sénat, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc je ne crois pas qu'il y ait un risque d'incohérence politique du budget. Je pense qu'il y en a 2. C'est-à-dire qu'il y a le risque d'incohérence d'un budget à l'Assemblée nationale et ensuite une cohérence qui pourrait même être très différente au Sénat. Donc les commissions mixtes paritaires vont, à mon avis, nous amener à avoir des textes de compromis qui vont virer au casse-tête. Tiens, question, merci de participer à l'émission de Célestine qui nous écrit de Saint-Médard-en-Jalles. Je connais très bien cette région, c'est très joli autour de Saint-Médard-en-Jalles. Réponse rapide, Anne-Charline. Que se passe-t-il? On risque de se retrouver avec un budget incohérent fait à la va-vite, ça c'est ce que nous dit Célestine. Et puis il y a une question qui est, s'il n'y arrive pas, s'il n'y a pas de budget, c'est Capucine qui nous écrit lettre tas. Qu'est-ce qui se passe s'ils n'arrivent pas à voter? On l'a déjà expliqué ici, on peut le dire rapidement. À voter, on a 2 options, soit la loi de finances spéciale, soit les ordonnances. Mais je rappelle que les ordonnances sont une option, c'est pas du tout une obligation. C'est-à-dire que si le Parlement ne s'est pas prononcé dans les 70 jours, eh bien on peut avoir un gouvernement qui décide de continuer en janvier, en février, en mars. Et c'est comme ça qu'on procédait sous la 3e et la 4e République. Effectivement. Alors, on va évoquer aussi la question des marchés financiers. C'est vendredi qu'on a appris que l'agence de notation Standard & Poor's a annoncé abaisser d'1 cran la note de la France. C'était pas prévu à cette date-là. Ils ont anticipé la décision. Laure Salvin, je ne sais pas si vous avez sondé les Français sur cette question, parce que ça peut passer quand même très très loin des préoccupations de nos téléspectateurs, téléspectatrices, mais quand une agence de notation envoie ce message-là, ça rentre dans la colère, le désespoir, la tristesse. Comment vous l'analysez? La honte aussi, la honte de la mauvaise gestion, en fait. C'est-à-dire qu'on demande aux Français de bien gérer leur patrimoine, leurs revenus, etc. Et on voit que l'État n'y arrive pas. Donc même si les Français ne vont pas retenir exactement quelle agence va dégrader la note, si, bien sûr, ça rentre effectivement dans les perceptions. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant aujourd'hui, quand on regarde les différences et les différentes priorités et préoccupations des partis politiques, on retrouve aussi cet éclatement dans l'opinion. Et je pense que ça n'a jamais été aussi fort. Vous avez 3 priorités majeures pour les Français, dans lesquelles ni la dette, d'ailleurs, ni les retraites ne sont. Les 3 priorités des Français, c'est le pouvoir d'achat, la délinquance et l'immigration. Mais chez les électeurs Renaissance, c'est la guerre en Ukraine. Chez les électeurs les Républicains, c'est la dette. Et chez LFI et le Parti Socialiste, les électeurs et les sans préférence partisane, c'est le pouvoir d'achat. Donc effectivement, on voit bien que les partis sont bloqués, mais ça prend appui aussi sur une opinion qui est complètement divisée sur ce qu'il faut faire pour rétablir la situation de la France. Et les retraites n'arrivent qu'en 7e position dans les différents rankings. Donc je pense aussi que dans ce côté de mépris que peuvent ressentir les citoyens français, il y a aussi cette idée en fait qu'on parle de tout sauf des 3 notamment priorité des Français. C'est ça, c'est-à-dire qu'on parle énormément des retraites. Le Parti socialiste, effectivement, a réussi à mettre en avant cette priorité-là, alors même que ce n'est pas celle de ses électeurs. Oui, et je reste avec vous, Laure, parce que vous avez effectivement posé la question, toujours pour ce sondage Figaro, dans la crise politique actuelle, quelle est votre opinion sur l'attitude des forces politiques suivantes? Et on va voir s'afficher toutes les forces politiques de LFI au Rassemblement national, avec des opinions négatives qui sont omniprésentes. Ça va de 75% pour LFI, 66% pour le Parti socialiste. On peut dérouler comme ça la liste. Finalement, seul le RN s'en sort à peu près. Je mets pas mal de guillemets à cette à peu près. Seul le RN, effectivement. On pourrait dire seulement 51% des Français considèrent effectivement que le RN a une attitude négative. Ce que ça montre surtout, c'est que finalement les alliances politiques qui ont eu lieu, parce que ce sondage a été fait juste après effectivement la décision de ne pas faire tomber Sébastien Lecornu, ça montre que ces alliances politiques, finalement, elles ne sont pas
complètement validée, entérinée par les Français. Ou en tout cas, elle n'inverse pas la tendance. C'est-à-dire qu'il y a un tel rejet aujourd'hui de la façon de faire de la politique. Et c'est ce qui est important. Il n'y a pas un rejet du politique, et vous le soulignez tout à l'heure. Effectivement, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas du rejet. C'est vraiment un rejet de la façon de faire de la politique qui, aujourd'hui, attriste beaucoup plus qu'elle n'amuse d'ailleurs les Français. Michel Cotta, on va parler du 49.3 dans un instant, mais je voudrais se concentrer quelques minutes sur la décision d'Emmanuel Macron de ne pas dissoudre l'Assemblée. Est-ce que vous comprenez sa décision ? Alors qu'on pourrait se dire, politiquement on peut comprendre le risque effectivement de voir le Rassemblement national profiter de ce scrutin. Est-ce que ce n'est pas le moment de donner la parole aux électeurs ? Pour deux raisons au moins. On sait que la première dissolution, nous savons particulièrement, Jean Garry et moi, puisqu'on a fait avec Patrice Duhamel un documentaire sur la dissolution, mais on a bien vu que personne n'avait compris. En dehors des quelques conseillers très proches, personne n'avait compris cette dissolution. Et ça lui est tout à fait reproché, mais expressément, par des gens qui ne disent pas « Ah ben voilà, il a donné la parole au peuple, voilà, c'est qu'il avait confiance en lui ». Non, c'est des gens qui disent « Il a eu tort de donner la confiance au peuple ». Et il nous place dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà, donc cette espèce de sentiment de rejet cette dissolution fait que le faire une deuxième fois, un an plus tard, c'est très difficile. Et puis, il y a aussi la volonté, on le voit bien, les partis politiques, ils n'ont pas tellement envie, en dehors du Rassemblement national, ils n'ont pas tellement envie d'aller devant le peuple. Moi, je ne sais pas ce que ça donne, ce que la gauche donne, la gauche socialiste donne sans Front républicain, ni sans alliance avec LFI. Je ne sais pas non plus ce que LFI vaut sans l'apport des socialistes du Parti socialiste. Donc, chacun se dit, quant au groupe central, il se voit bien tout à fait menacé de plus en plus, et d'ailleurs les sondages le montrent. Par conséquent, il faudrait être un peu suicidaire pour aller tout de suite dans une dissolution, alors qu'on en connaît les projections, manifestement. C'est ce qui donne peut-être une petite chance à Sébastien Lecornu de durer. Bien sûr, c'est une chance un peu par défaut. Oui. Enfin, c'est l'idée de se dire que c'est pas le moment d'aller se menacer. Mais peut-être que la gauche serait moins menacée, parce qu'on sait que l'électorat de gauche est relativement fidèle, mais on sait que dans le bloc central, là, ça risquerait de faire de sérieux dégâts. Et puis, on peut se demander aussi, d'ailleurs, si, alors, on l'évoquait tout à l'heure, si la dissolution permettrait véritablement de trancher le débat, si elle nous amènerait une forme de majorité relative quasiment absolue qui permettrait, ça c'est la thèse du Rassemblement national qui nous dit, s'il y a une dissolution des élections législatives anticipées, j'aurai une majorité confortable et je viendrai grappiller quelques élus des LR qui pourraient se rattacher à moi. Ce qui est possible, hein, mais ce qui est quand même une hypothèse qui n'est pas sûre. Et en revanche, c'est vrai que commence quand même à se poser la question, et pas simplement de la part de Jean-Luc Mélenchon, mais d'une démission du président de la République. Parce qu'on peut considérer que la démission du président de la République, pour le coup, permettrait d'avoir un véritable débat national de fond, hein, et que là, pour le coup, on aurait peut-être une possibilité, je ne dis pas de majorité absolue, parce que il me semble que la tripartition socio-électorale est durable. Elle est durable. Mais au moins, il y aurait ce grand débat qui permettrait de clarifier la situation. Et ça explique pourquoi une grosse majorité de Français ils sont favorables. Est-ce que une grande majorité de Français est hostile à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire à cette tentative de culture du compromis? Je ne suis pas sûr non plus. Je pense que la majorité des Français, quand on va dans les provinces, etc., ils ont envie que ça réussisse. Ouais. Alors, ils ont envie, depuis 2022. Excusez-moi. Oui. Voilà, c'est pas récent, en fait. Dès 2022, il aurait fallu commencer en 2022. Dès la réélection, on est bien d'accord, 2022, hein, la réélection. C'est ça, pas 2024. Dès 2022, c'était clair, effectivement. Majorité relative. Il y avait déjà une majorité relative, Elisabeth Borne, Première ministre, mais il y avait une volonté de compromis. Et c'est ce qu'on disait, effectivement, quand on disait, est-ce que vous êtes satisfait de la couleur de l'Assemblée nationale? Il dit, on est tout à fait satisfait, parce que nous, ce qu'on veut, justement, c'est faire de la politique autrement, ce qu'on nous a promis, et donc, effectivement, plus de compromis, de négociations.
Comme quoi le système majoritaire peut arriver à un éparpillement comme la représentation proportionnelle. Exactement. Alors si c'est dans le but de faire des coalitions, c'est très bien. Si c'est dans le but de ne faire que des divisions, c'est un peu ennuyeux pour un Parlement. Alors il y a une prise de décision de Sébastien Lecornu dont on a peut-être un peu sous-estimé les conséquences. On va parler du 49.3, chapitre sur ce coup de poker du Premier ministre. C'était le 3 octobre dernier. Il prend la parole sur le perron de Matignon. Et donc j'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque cet article, au fond, permet au gouvernement d'interrompre les débats, d'engager la responsabilité du gouvernement et au gouvernement d'écrire la copie. Et on le sait très bien, je défends la Ve République et sa Constitution, c'est un outil utile, mais c'est un outil qui a plutôt été imaginé par Michel Debré pour contraindre sa propre majorité. Or, dans un Parlement qui fonctionne, dans un Parlement en plus qui a été renouvelé il y a plus d'1 an, qui ressemble aux Français, avec ses divisions, on ne peut pas passer en force et on ne peut pas contraindre son opposition. Et Anne Charlène, vous vouliez donc revenir sur ce renoncement ? Oui, parce que je ne suis pas sûre qu'on ait mesuré toutes les conséquences de cette déclaration. Je vais revenir sous le regard de Jean Garrigue sur la Constitution Grévy, qui est évidemment le nom qu'on a donné au discours de Jules Grévy devant les Chambres, président de la République alors fraîchement nommé, en 1879, juste après la crise du 16 mai. Alors, crise du 16 mai où on avait un président qui n'avait pas bien compris le message des urnes. Vous voyez là où je veux en venir. Et au final, il précise « Je n'entrerai plus jamais en lutte contre la volonté nationale ». Ce faisant, il frise en quelque sorte la dissolution. Plus jamais dissolution sous la Troisième République, sous la Quatrième République, il y en a une qui est houleuse, et il nous a fallu la Cinquième pour sortir de ce sort, de cet enchantement. Et je pense que le 3 octobre, Sébastien Lecornu a créé la Constitution Lecornu, comme on a créé la Constitution Grévy. C'est-à-dire qu'il a gelé l'article 49 alinéa 3, exactement comme pour la dissolution sous la Troisième République, c'est-à-dire qu'il l'a rendu juridiquement infaisable parce que politiquement illégitime. Et c'est avec ça l'édifice de la Ve République qui s'échoue finalement avec cette idée de rationaliser le débat. Si je vous entends bien, vous dites nouvelle constitution d'une certaine façon qui donnera quoi ? Alors beaucoup de choses. Déjà, une impossibilité de discipliner sa propre majorité. Sébastien Lecornu l'a dit, mais il ne s'attendait peut-être pas à ce que quelques jours plus tard, la majorité des députés Renaissance disent qu'ils étaient absolument hostiles à la suspension de la réforme des retraites. Donc, ça va être compliqué de faire des cadeaux aux oppositions si on ne tient pas sa majorité. Ensuite, on ne peut pas tabler sur un fair play des groupes parlementaires qui peuvent, du jour au lendemain, déposer 250 amendements par jour, comme ils l'ont fait pendant la discussion de la réforme des retraites. Et là, sans outils constitutionnels, ça risque d'être compliqué. Dernier point, le délai. Le délai constitutionnel, lui, n'a pas changé. On l'a dit, une culture du compromis en 20 jours à l'Assemblée nationale, ça risque d'être très compliqué. Et puis, enfin, chaque jour, chaque compromis, chaque nouvel amendement rend l'Assemblée nationale, je dirais, ultra sensible à la motion de censure. Un mot, une déclaration, un amendement qui ne plaît pas, et en 48 heures, c'est la chute. Bon, le Premier ministre qui a donc renoncé à cette arme, est-ce qu'il est pour autant démuni et ce budget voué à l'échec ? Non, il n'est pas démuni. Il lui reste l'article 44, dont on parle aussi un petit peu depuis la réforme des retraites, qui est celle du vote bloqué, cette procédure qui permet, amendement, article par article, de bloquer les amendements en disant, bon, on s'arrête là. Il y a le solide sens du compromis parlementaire qu'on avait pu développer pendant la période Michel Rocard, où il faut essayer d'avoir un ministre chargé des parlements qui va aller au compromis, député par député, ça risque d'être compliqué. L'article 40, on le sait, limite le pouvoir dépensier du Parlement, donc les amendements ne pourront pas aller trop loin. Et le fameux article 47 ou 47-1, c'est-à-dire les ordonnances. Alors, moi, je ne crois pas politiquement jouable de pouvoir en arriver aux ordonnances quand on a promis le grand soir parlementaire. Et puis, sur quelle version, avec quelle pratique, aucune jurisprudence, on ne sait absolument pas à quoi correspondent ces ordonnances. Donc, ça risque d'être un casse-tête plus qu'une solution. Vous le voyez, le risque est grand qu'on ait à nouveau besoin de bloquer les horloges, comme on le faisait ici, d'ailleurs, sous la Troisième République, pour faire croire qu'on était au 1er janvier, même quand on était le 31 avril, pour voter le budget de l'Assemblée. Et je me demande, finalement, à quoi bon donner les rênes du Parlement à des parlementaires qui ont abandonné le parlementarisme. Ouais, je vais scruter les horloges du Sénat différemment. On va regarder, ouais. Et encore, il n'y a pas de shutdown comme en Amérique. Oui. C'est vrai. Ça, on peut s'en féliciter. C'est ça. À quel point, je veux bien vous entendre, je vous entendais acquiescer là, pendant l'édito d'Anne Charlène, mais à quel point ça
change l'équilibre de nos institutions, ce renoncement au 49.3 ? Parce que quand on reparle du 49.3, en réalité, ce n'est pas Michel Debré qui en a eu l'idée. C'est Guy Mollet. Exactement. Guy Mollet, le premier, donc, qui sortait d'une 4e République complètement explosée, qui avait vu arriver le général de Gaulle dans les fourgons de l'opération d'Algérie. Bon, donc c'est lui qui a eu l'idée. Et naturellement, Michel Debré a sauté dessus, mais lui-même n'osait pas proposer. Il était naturellement pour la primauté de l'exécutif, mais il n'osait pas proposer. Et à partir du moment où c'est Guy Mollet, donc secrétaire général du Parti socialiste, qui a proposé ça, il a évidemment sauté dessus, et ça devient... mais c'est un équilibre dans la Ve République. Les Cinquièmes ont voulu arbitrer entre le système présidentiel et le système parlementaire. Et il me semble que ce 49.3, c'est la clé du système présidentiel. Si on l'enlève, moi je ne sais pas ce que ça donne. Voilà, je ne sais pas quand les débats s'arrêtent. Et je suis très sceptique, en effet, sur l'effet que ça aura et sur la Constitution. Mais je considère que la Constitution a changé à partir du moment où on n'applique pas l'article 49 alinéa 3. Ouais. Avec effectivement ce que disait Anne-Charlotte, c'est-à-dire qu'il y a le côté juridique, puis il y a le côté politique, c'est-à-dire qui va oser le réutiliser après, quoi. C'est un précédent, comme la Constitution Grévy. À partir du moment où Grévy a renoncé à la dissolution, il n'y a plus de dissolution. Plus personne n'a osé le faire. Plus personne n'a osé le faire. Et là, c'est pareil. Et c'est quand même inquiétant, parce que en réalité, c'est une concession peut-être plus à l'opinion publique encore qu'au Parti socialiste, cette histoire de 49.3, parce que on s'est aperçu qu'au moment de la réforme des retraites, l'usage du 49.3 scandalisait toute une partie de l'opinion, manipulée notamment, il faut le dire, par le Rassemblement national et la France insoumise à l'époque. Et donc, on s'est dit, mais ça y est, on est dans un régime autoritaire, etc., l'usage du 49.3, alors que ça fait partie du parlementarisme rationalisé. C'est quelque chose qui est tout à fait commun, je veux dire, sous la Ve République, et qui permet de faire fonctionner, effectivement, là je rejoins ce que disait Michel, permet de faire fonctionner la Ve République. Donc si vous l'abandonnez, si vous ne donnez pas cette possibilité au Premier ministre, vous ouvrez une boîte de Pandore qui est quand même dangereuse. Avec un effet... le renoncement d'Elisabeth Queux, la suppression de la loi, la réforme des retraites viennent d'Elisabeth Borne, c'est d'autant plus énorme, et ça fait douter d'autant plus du langage politique que c'est justement quelqu'un qui l'a imposé par le 49.3. Oui, et puis on nous a dit pendant combien de mois que c'était la mesure indispensable. À quoi bon le 49.3 si vraiment on est quand même renoncé 2 ans plus tard. On a gardé affiché à un bon moment cette question de Lina qui nous écrit de Vendeuvre-les-Nancy et qui pose une question politique sur le Parti socialiste. Sans le 49.3, c'est la foire aux amendements. Au final, est-ce que le PS ne va pas devoir voter un budget truffé de mesures qu'il combat ? C'est intéressant sur le risque que prend le Parti socialiste et ce qu'attendent, Laure Salvin, les électeurs ou les sympathisants du PS d'Olivier Faure et des autres leaders de ce parti. Effectivement, alors le Parti socialiste a beaucoup à jouer parce qu'il risque de devoir voter un budget ou une loi de finances qui effectivement n'est pas du tout en ligne avec ses électeurs, notamment sur la question du remboursement des médicaments, des contributions, etc., qui effectivement sont dans le même projet que, alors ça devient technique, mais que le projet... Le budget de la sécurité sociale. On va en parler tout de suite de la suspension de la réforme des retraites. Sur la sécurité sociale. Exactement, absolument. Donc effectivement, ça va être extrêmement compliqué. Qu'est-ce qui va dominer comme sentiment ? Est-ce que c'est finalement le sentiment d'avoir réussi à faire quelques compromis et d'avoir tenu sur un objet, un totem politique, et peut-être moins les autres, ou est-ce que finalement ça va être le sentiment de trahison, sachant que compromis ne veut pas dire compromission, et qu'en France, on a un peu tendance en politique à considérer que compromis égale compromission. Alors, cette réforme des retraites, on y vient en détail avec Steve Jourdain tout de suite. Bonsoir Steve, bienvenue à vous. On rappelle que Sébastien Lecornu a promis donc aux socialistes de suspendre cette réforme, mais alors là où ça se complique, c'est la réponse à la question, mais comment va-t-il s'y prendre ? Le sait-il seulement lui-même, Thomas ? Difficile à dire au moment où l'on parle. En fait, il a aujourd'hui 3 options. La première, c'est la plus simple, c'est l'adoption d'un texte de loi classique. Le gouvernement dépose un projet de loi, débat à l'Assemblée nationale, débat au Sénat, adoption. Le problème, c'est que tout cela peut prendre plusieurs longues semaines, surtout sans recours au 49.3. Or, les élus, Thomas, sont occupés à débattre du budget jusqu'à fin décembre. Impossible dans ces conditions de faire adopter un tel texte avant le 1er janvier 2026, date à laquelle Sébastien Lecornu l'a promis, la réforme sera suspendue. Alors, il y a une autre option, un amendement déposé par le gouvernement. C'est l'hypothèse qui tient la corde à Matignon. Sébastien Lecornu l'a dit.
dit la semaine dernière devant les députés. Écoutez-le. Si on veut aller le plus vite possible avec des délais qui sont tenus et un débat de qualité et loyal, je pense qu'il faut que le gouvernement dépose un amendement au projet de loi de finances pour la sécurité sociale dès le mois de novembre. Le PLFSS, le budget de la sécurité sociale qui arrive en commission ce jeudi à l'Assemblée nationale, Thomas. Un tel amendement a-t-il une chance d'être adopté? Oui, impossible ou presque impossible pour les autres formations de gauche de s'y opposer. Difficile aussi pour le Rassemblement national de refuser la suspension d'une réforme que Marine Le Pen disait vouloir abroger. 2 difficultés tout de même, Thomas, pour que l'amendement se traduise en pratique. Encore faut-il que l'ensemble du budget de la Sécu soit adopté. Or, il y a dedans des choses invotables pour la gauche, comme le gel des prestations sociales ou encore le doublement des franchises médicales. Deuxième difficulté, le calendrier. En théorie, les élus ont 50 jours pour adopter le budget de la Sécu. S'ils le dépassent, pas d'adoption, le gouvernement devrait alors passer par voie d'ordonnance. Et puis on l'a déjà évoqué, ce serait du jamais vu. Jamais sous la Ve République, un budget n'a été adopté par voie d'ordonnance. En effet, c'est pourtant une possibilité offerte par l'article 47 de la Constitution. Le problème, c'est qu'en pareil cas, c'est le texte initial du gouvernement qui sera adopté. Un texte dépourvu donc du fameux amendement comportant la suspension de la réforme des retraites. Les socialistes risquent d'être fâchés. Or, pas de socialistes, pas de gouvernement, pas de budget, je vous laisse continuer. Oui, effectivement, ça a donné une idée au constitutionnaliste Benjamin Morel. Selon lui, le gouvernement pourrait avoir recours au dispositif de la lettre rectificative. Il s'agit d'une annexe au projet de loi de la sécurité sociale. Cela aurait un avantage. Si le budget de la Sécu venait à être appliqué par voie d'ordonnance, eh bien le texte d'origine comprendrait bien la suspension de la réforme des retraites. Et c'est moi qui dois continuer ce week-end. Oui, parce qu'on est censé écouter notamment la réaction, par exemple. Voilà, mais surtout la réaction des oppositions, Thomas. La réaction notamment de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon qui se sont saisis de cette possibilité de la lettre rectificative en réclamant à Sébastien Lecornu de se soumettre au mécanisme. Hier, sur le plateau du grand jury RTL Public Sénat, Gérard Larcher était beaucoup plus circonspect. Écoutez-le. Bien sûr, la pureté serait de faire une lettre rectificative soumise au Conseil d'État, mais ça retarde d'autant l'éventuelle transmission au Sénat 10 jours. Et là, il n'est pas certain que nous tenions... Les délais les délais. Donc vous n'êtes pas favorable à la lettre? Le Sénat ne s'amputera pas des 15 jours auxquels il a droit. D'accord. Le compte à rebours est donc lancé. Thomas, les élus ont jusqu'à fin décembre pour adopter un budget. Merci beaucoup, Steve. Méfiez-vous, la prochaine fois, vous laissez un blanc comme ça, un séance, je prends la parole. Pour la page. Merci. À très vite sur ce plateau. On vous retrouve pour le second débat. Et évidemment, alors ça rejoint ce qu'on disait sur le Parti socialiste. Alors, ça peut sembler technique ce qu'on est en train d'expliquer, Jean Garrigue, mais en fait, c'est la promesse faite au PS et la promesse du PS faite à ses électeurs qui est en jeu, en fait. Oui, mais bien sûr. Et cette hypothèse-là, évidemment, elle pourrait satisfaire le PS, mais évidemment, Gérard Larcher, en tant que figure des Républicains, n'y tient pas, et c'est légitime. Il n'y a pas de raison que le Sénat soit amputé d'une partie de ses délibérations. Donc cette question de la lettre rectificative, elle pose quand même finalement, elle repose le problème politique, et elle repose le problème du qui tout double des socialistes quand même dans cette histoire, parce qu'ils se sont engagés là-dessus, et ils risquent de tout perdre. Oui, effectivement. Alors il y a un dernier chapitre, il nous reste 6-7 minutes que je voudrais quand même ouvrir dans ce débat, puisque demain, Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, va entrer en prison. Et il y a eu 2 informations importantes aujourd'hui. D'abord, on a appris que le président Emmanuel Macron avait reçu son prédécesseur, c'était vendredi, à l'Élysée. Emmanuel Macron qui s'est justifié aujourd'hui. Écoutez. Sur Nicolas Sarkozy, j'ai eu des propos publics toujours très clairs sur l'indépendance de l'autorité judiciaire, dans le rôle qui est le mien, mais il était normal que, sur le plan humain, je reçoive un de mes prédécesseurs dans ce contexte. Et puis on a également appris aujourd'hui que le ministre de la Justice allait rendre visite aux prisonniers Sarkozy. On écoute Gérald Darmanin, si vous l'avez. Écoutez, moi d'abord j'ai beaucoup de tristesse pour le président Sarkozy.
L'homme que je suis, Gérald Darmanin, j'ai été son collaborateur, ne peut pas être insensible à la détresse d'un homme. Vous savez quoi, j'irai le voir d'ailleurs en prison. Comme garde des Sceaux, j'irai m'inquiéter. Vous irez voir Nicolas Sarkozy en prison? Je m'inquiéterai de ses conditions de sécurité si Nicolas Sarkozy demain... Est-ce que vous irez le voir au parloir pour discuter avec lui comme vous êtes allé dans son bureau? Le ministre de la Justice peut aller voir n'importe quelle prison et n'importe quel détenu quand il le souhaite. C'est parce qu'il doit garantir le bon fonctionnement du service public comme je le fais. C'est quoi? Vous n'y allez pas spécialement pour d'autres? J'y vais 3 fois par semaine. Bon, l'ancien président de la République, évidemment, ce n'est pas un prisonnier comme les autres. Cette bienveillance ou mansuétude de l'exécutif, je ne sais pas quel terme employer, est-ce qu'elle n'est pas quand même un petit peu exagérée, Michel Cotta? L'exécutif n'est pas intervenu pour quoi que ce soit pour essayer d'éviter une condamnation à Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que l'ancien président de la République soit heureux de ça, ait été heureux de ça. Donc, qui se voit, oui, ça me paraît la moindre des choses, et qu'effectivement, pas seulement à cause de côté humaniste de la chose, mais aussi parce que tout de même, cette condamnation est quelque chose une déflagration pour le monde politique français. On parle toujours mais là, franchement, il s'agit d'un homme politique en prison, 5 ans, sur une intention qu'apparemment il n'a pas réalisée. Je comprends très bien quand même qu'on puisse rencontrer, et de la part des gens qu'il a fait, comme l'actuel ministre de la Justice, je trouve que c'est bien le moins de signaler qu'il ira voir Nicolas Sarkozy. Je peux être assez d'accord avec vous sur le fait que le président de la République reçoive Nicolas Sarkozy. Je serais un peu moins affirmatif, c'est mon opinion, concernant le ministre de la Justice. Jean Garrigue, votre avis, est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de pression directe ou indirecte sur les juges qui vont devoir décider ou non de, par exemple, faire changer le statut de Nicolas Sarkozy et qu'il passe en bracelet électronique? Non, je pense de votre côté, parce que autant j'ai l'impression que être reçu par le président de la République en exercice, ça me paraît aussi une manière d'exprimer une forme de continuité républicaine, ça ne me choque pas. Mais que le garde des Sceaux exprime comme ça une compassion par rapport à un détenu parmi d'autres, c'est sortir un tout petit peu, et même beaucoup, de son rôle institutionnel. Donc là, on peut y voir... Alors, je comprends aussi la manœuvre. Il ne faut pas oublier que Gérald Darmanin, comme l'a dit Michel, est quelqu'un qui a été fait en partie par Nicolas Sarkozy, qui a toujours reconnu l'héritage de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs d'une droite populaire qui est son créneau maintenant politique. Mais il est vrai que sur le plan institutionnel, on peut être quand même surpris. Et puis, une fois, il n'est pas intervenu au moment où il aurait pu faire. Heureusement, d'ailleurs. Vous parlez d'Emmanuel Macron? Non, du ministre de la Justice. Il me semble néanmoins qu'un garde des Sceaux ne devrait pas dire ça si on devait filer la métaphore de François Hollande, notamment parce que employer le terme de tristesse, c'est un sentiment personnel sur une décision de justice en cours, et ça, normalement, ça fait partie du job du garde des Sceaux et du ministre de la Justice de ne pas commenter, de ne pas s'immiscer dans l'exécution d'une décision, qu'il aille le voir. Ça reste dans ses prérogatives, mais au moins ne pas en faire l'annonce publique avec une forme de compassion. Ça, c'est quelque chose qui sort, à mon avis, de son rôle. Ce que le président de la République n'a d'ailleurs pas fait, puisque c'est la presse qui a révélé qu'il l'avait reçu, mais ça a été fait dans une plus grande discrétion. Je pense qu'il faut avant tout penser à préserver les institutions qui sont au bord de la faillite au niveau de la défiance des citoyens. Donc n'oublions pas que garantir la neutralité, c'est aussi garantir l'indépendance. Oui, on peut penser que Gérald Darmanin, il envoie aussi un message à son ancienne faillite politique. On est évidemment lucide là-dessus. C'est un positionnement politique, c'est évident. Mais c'est vrai qu'il aurait dû respecter une vraie neutralité institutionnelle. Alors Michel Cotta, encore un mot là-dessus, parce que vous dites... Non, la tristesse, c'est pas un argument juridique. Donc la tristesse, c'est un sentiment. Non, mais c'est un argument personnel. Oui, c'est un argument personnel. Alors, est-ce qu'un ministre de la Justice ne devrait pas avoir, en tout cas? En tout cas, ça n'arrange rien, quoi. On est d'accord. Mais et puis aussi, il faut en conclure qu'il n'y a pas de discrétion. Maintenant, c'est terminé. Quand un président de la République reçoit quelqu'un, une fois pour toutes, il n'y a plus de discrétion. Ça se sait. Voilà. Donc, on ne sait pas par qui. Qu'Emmanuel Macron ait souhaité ou non que ça soit connu, c'était forcément connu à terme. Qu'en pensent les Français? Tiens, la condamnation de Nicolas Sarkozy, emprisonnement compris, est-ce qu'elle est approuvée par une majorité de Français? Est-ce qu'il y a une division très forte, comme on peut le sentir d'ailleurs souvent dans les réactions politiques? Je pense qu'il est encore un peu tôt.
Ouais. Et je pense que demain, et notamment les images de demain, vont être décisives. Parce que quand on a appris la décision de justice et donc l'emprisonnement à venir de Nicolas Sarkozy, on était juste en train de faire notre terrain du Figaro Magazine, notre baromètre politique du Figaro Magazine. Et donc, moi, je me suis dit, tiens, on va regarder pour voir effectivement s'il y a un effet positif ou négatif. Parce qu'il pourrait aussi y avoir de la compassion, etc. Enfin, voilà, on ne sait pas dans quel sens ça peut aller. Et en fait, ça n'a absolument pas bougé. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, dans sa cote d'avenir qu'on mesure avec le Figaro Magazine, n'a pas bougé. C'est-à-dire que les soutiens étaient toujours là et les détracteurs étaient toujours là, aussi forts d'un côté comme de l'autre, sachant qu'effectivement, Nicolas Sarkozy a toujours été une personnalité politique très clivante. Oui. Ça continue à l'être. Ça peut changer à partir de demain. On verra ça. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. Votre livre, Jean Garive, les avocats de la République, ceux qui l'ont construite, ceux qui la défendent, c'est aux éditions Odile Jacob. Et je vous dis à bientôt sur Public Sénat.